Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie d'accueillir dans cet épisode Ohémine Solaire. Face à l'exposition solaire, il est indispensable de préparer sa peau, on le sait. Le complément alimentaire Ohémine Solaire sera votre allié idéal, les amis, pour les beaux jours grâce à son complexe de plantes qui contient les vitamines naturelles A et C nécessaires pour préserver la santé de la peau. De plus, Ohémine Solaire contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif et favorise la régénération de la vitamine E. Le tout 100% d'origine naturelle et fabriqué en France. Alors pour préparer dès maintenant votre peau au soleil avec Ohémine Solaire, rendez-vous sur le site www.ohemine.fr, OEMINE.fr. Merci encore à Ohémine pour sa fidélité. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. De la répression du banditisme à la protection des hautes personnalités, en passant par la brigade de recherche et d'intervention et la section antiterroriste, mon invité, guidé par l'intuition, a gravi un à un les échelons de la police nationale. Mais dans son livre autobiographique, ce flic révèle une autre facette de sa vie, des capacités de guérisseur hors normes, mises en pratique au gré de rencontres qui n'ont pour lui jamais été le fruit du hasard. On en parlait d'ailleurs hors antenne. Son histoire est touchante, émouvante, même quand le réel rejoint l'inexplicable et relève parfois du miracle. L'amour, le surprenant et l'extraordinaire y côtoient la dureté et la violence du 36 quai des Orfèvres. Son récit, Flic guérisseur, paru chez Mama Édition, soulève de vraies questions sur la foi, sur la place de la spiritualité, la place de la lumière et de la confiance dans un monde parfois obscur. En racontant ce qu'il a expérimenté, il pousse les plus cartésiens dans leur retranchement, tout en laissant à chacun leur libre arbitre. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose Robert Martin. Bonjour. Bonjour Anne. Alors souvent, comment ça va d'abord ? Très très bien. Oui, alors souvent on vous appelle Bob, c'est ça ? Pourquoi ? Il y a des surnoms souvent dans la police ? Oui, surtout en police judiciaire, il y a énormément de surnoms. Donc Bob a été mon surnom pendant 35 ans, 36, voilà. Bob, Martin, Robert, voilà, c'était selon. C'est vrai que quand on n'est pas de cette famille, je dis ça parce que parfois vous le mentionnez comme tel, c'est un peu une espèce de grande famille quand même, la police. La police est une grande famille. Enfin, ce que j'ai connu de la police, c'était vraiment une très très grande famille. On connaissait les cousins, on savait ce qu'ils allaient devenir, on voyait disparaître nos oncles et nos pères, et c'était un accompagnement vraiment familial. Alors là, aujourd'hui, on va parler évidemment de ce costume de flic, si je peux dire comme ça, celui de guérisseur. Pourquoi est-ce que vous avez attendu finalement si longtemps pour conter, transmettre cette histoire extraordinaire ? Est-ce que vous pensiez que les gens n'étaient pas prêts à l'entendre, ou vous gardiez peut-être cela pour un temps un peu plus de retraite, sachant qu'on est peut-être retraité assez tôt dans la police aussi ? Alors, il y a plusieurs questions en une, mais... Non, mais je vais essayer de les retenir, toutes les questions dans vos questions. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce que je pense que le temps était venu. Alors, j'ai mis du temps. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me solliciter à différentes... Sur plusieurs années, en me disant votre histoire est assez extraordinaire, il faudrait la raconter, si vous pouviez la raconter. J'ai mis du temps et Tigrane, mon éditeur de Mama Édition, m'a convaincu, et je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui il y a 1 an et demi, 2 ans, et je savais qu'en disant oui, c'était également un changement de vie, parce que j'ai un précepte, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Et là, je pense que le moment était venu de mettre à mal ce précepte, mais surtout de faire connaître aux gens qu'on pouvait se lancer, on pouvait s'autoriser à croire, on pouvait s'autoriser à accepter ce que l'on percevait de ce monde et des autres mondes, du monde de divin, de l'invisible, de Dieu, de la foi, de tout ça. Alors évidemment, on va en parler longuement.
Vous parlez, c'est sûr, assez pudiquement de vos capacités de guérison. Comment est-ce que, et à quel moment vous les avez découvertes? Est-ce que ça prend racine dans votre enfance? Alors je suis issu d'une famille très très défavorisée du nord de la France. Je suis né de père inconnu. Enfin bref, j'ai connu la violence, j'ai connu des actes violents au sein de ma famille. Mais il y avait un point central qui était ma grand-mère maternelle. Et ma grand-mère maternelle était de religion catholique. Je suis de religion catholique. Et elle m'a enseigné dans un premier temps la religion, mais après très vite, elle m'a fait découvrir ce que je ne nommais pas à l'époque, mais c'était la spiritualité. Je me souviens d'une phrase elle me disait: il faut pas s'arrêter au rideau rouge qui est derrière, au fond de la nef de l'église, il faut aller voir derrière ce rideau rouge. Et cette image est très belle parce que c'est tout le mystère qu'il y a derrière la nef du fond de l'église. Donc oui, j'ai été baigné là-dedans très tôt. Une de mes grandes sœurs me dit qu'à l'âge de 7-8 ans, j'ai soigné un chien. Je n'ai plus le souvenir de ça. Mais donc voilà, pour répondre à votre question, oui, j'ai dû percevoir, ou de manière consciente ou inconsciente, que je pouvais apporter le bien autour de moi. Ensuite, ma grand-mère est décédée, j'avais 18 ans, et là, ça a été une forme de révélation quelque part, parce que elle m'a transmise la prière de barreur de feu, parce qu'elle était barreuse de feu très très reconnue dans notre village, et donc Elle vous la transmet de manière un peu particulière d'ailleurs. ouais, elle me le transmet en demandant à ma mère de me donner son livre de messe. Et dans le livre de messe, il y avait la prière qui était pliée en 4 et qui m'était destinée. Donc c'est puissant comme transmission également. Pourquoi, quand vous dites ça, je sens que je frissonne au moment où vous me parlez de cette transmission, de son... Parce que je pense que le fait de me retrouver aujourd'hui devant vous, c'est aussi peut-être pour transmettre quelque chose, de transmettre aux personnes, de se dire qu'est-ce que c'est qui me traverse, pourquoi je réagis à tel mot. Il y a la transmission de la transmission de la croyance, de la foi, de la foi en général. On peut être bouddhiste, on peut être musulman, on a une foi, et la foi, elle se rejoint bien au-delà de la religion, qui pour moi n'est que un concept d'homme. Oui, ou un véhicule, oui, effectivement. Qu'est-ce qui vous a... On va revenir quand même sur votre parcours, parce que c'est intimement entrelacé, tout ça, dans votre ouvrage et dans votre vie. Qu'est-ce qui vous donne envie de devenir policier ? Et en quoi ce métier, finalement, va-t-il à un moment donné rejoindre ce travail de guérisseur? Mais peut-être avant ça, comment est-ce que vous rentrez dans la police, pour revenir dessus? Et ça prend racine justement dans votre enfance. Vous l'avez dit, vous veniez d'un milieu plutôt défavorisé du Nord. On se remet peut-être dans un contexte aussi du Nord de la France, peut-être à une autre époque, qui est le moment de votre naissance. Vous l'avez dit vous-même, de père inconnu. Qu'est-ce qui se passe dans cette enfance? Dans cette enfance, je subis des violences de la part un inceste également de la part de mon beau-père, qui est d'un beau-père, voilà, qui pendant 10 ans, je subis ça, et des violences extrêmes, et il cassait tout dans la maison, c'était épouvantable. Je raconte dans le livre une anecdote sur un Noël qui m'est resté gravé, qui me restera gravé jusqu'à ma mort, peut-être même au-delà, je sais pas. Mais donc cette force que j'avais d'essayer de l'arrêter, et ainsi de suite, je pense que ça démarre de là, la notion de vouloir faire du bien, d'aider les autres, de protéger, surtout protéger. Ce que je voulais à l'époque, vraiment protéger les personnes qui étaient autour de moi, et c'était mes sœurs et ma mère, ma grand-mère, et je voulais les protéger. J'étais le seul homme de la famille, seul homme, mais de 7 ans, quoi, donc jusqu'à 10 ans. Donc c'était un petit bout d'homme, oui. Un petit bout d'homme qui comprenait qu'il fallait vraiment, il fallait vraiment agir pour se protéger. Alors, je vais pas vous dire, oui, j'ai rêvé quand j'étais enfant, comme beaucoup de garçons à mon époque, de vouloir être pompier, motard, Dieu sait ce qui me faisait envie à l'époque, mais ensuite la vie a fait que
J'ai quitté l'école très tôt. J'ai quitté l'école avec un certificat d'études, un CAP comptable, c'est-à-dire pas de diplôme, ou quasiment pas, bien que le certificat de l'étude de l'époque était quand même coton. Bref, et je me retrouve à rentrer par la petite porte dans les services de police, parce que il y avait à l'époque un concours d'enquêteurs de police qui permettait à des gens comme moi d'intégrer la police nationale et de réaliser une belle carrière. Alors oui, la carrière, vous allez l'avoir parce qu'effectivement, vous allez finir décoré, comme disent certains. Est-ce que vous êtes peut-être le seul guérisseur de France à avoir autant de décorations par ailleurs? Je sais pas. Il va falloir peut-être faire une recherche, mais bon, oui. Je pense qu'on est peu nombreux à avoir la Légion d'honneur, l'Ordre national du mérite, la médaille d'honneur de la police nationale. C'est certain qu'on est peu de guérisseurs policiers à avoir ça. Voilà. Oui, je pense que c'est le cas. Alors, quand vous êtes enfant, vous vivez aussi une expérience qui me semble assez forte. Vous voyez des formes à un moment donné derrière la fenêtre. Donc ça, c'est aussi avec cette grand-mère dont vous avez parlé, qui vous élève et qui est extrêmement croyante. Mais vous avez cette apparition très jeune. Vous avez quel âge à ce moment-là ? Écoutez, je pense que je dois avoir entre 7 et 8 ans dans ces... Oui. La mémoire, c'est à peu près dans cette période-là. Et parce que je suis seul avec ma grand-mère dans la maison familiale. Ma mère est partie avec l'homme qui allait devenir mon père, parce que c'est une autre histoire, mais voilà. Et qui vous donnera votre nom. Le nom de Martin. Et je suis étonné de voir ces 3 formes derrière cette fenêtre, et cette lumière bleue et ces 3 êtres. Pourquoi 3, je ne sais pas, j'ai pas d'explication. Et ces 3 êtres avec un amour inconsidéré et il me passe une notion d'amour infini. Ça, l'instant dure quelques secondes, quelques minutes, je n'ai aucune notion, mais c'est un instant de plénitude que je ressens encore en me remémorant ça. Donc, je suis près d'émotion, j'ai de l'émotion à en parler parce que je le ressens vraiment. Et je me rendors et le lendemain matin, j'en parle à ma grand-mère qui me dit quelle chance t'as eu d'avoir accès à ça. Parce qu'elle comprend que il s'est passé quelque chose cette nuit-là, que il y a eu une forme de représentation d'une force inconnue qui est là et qui me protège et qui m'a toujours accompagné. Vous pensez qu'elle, maintenant que vous y pensez rétrospectivement, elle imagine qu'il y a une forme de transmission, qu'il y a quelque chose de sérieux qui se passe à ce moment-là pour vous ? Oui, je pense parce que j'ai le souvenir clair là du lendemain où elle me dit « Tu as vraiment eu beaucoup de chance d'avoir accès à ça ». Dans un premier temps, elle me dit « N'en parle pas ». Voilà, n'en parle pas. Et je n'en parle pas. Je mets des années avant d'en parler. Et des dizaines d'années avant de l'écrire dans un livre. Vous voyez, donc, parce que c'était quelque chose... Justement, vous voyez, Anne, je pense que peut-être qu'à ce moment-là, l'envie de transmettre et de dire aux gens, ça existe. Vous ne rêvez pas, ça existe. Cet amour que j'ai reçu à cet instant-là, ça existe. Et maintenant, je n'ai pas d'explication. Et je suis pas dans un monde de bisounours. Je connais la violence, je connais tout ça. Mais cet amour-là, je l'ai reçu. D'ailleurs, ils sont restés comme des points d'appui. Vous disiez que quand vous vous reliez à cet instant, vous avez encore cette même émotion. Vous pouvez ressentir toujours, des années après, la même énergie. Ça vous a quand même... c'est comme un fil rouge dans votre histoire. Oui, c'est comme un fil rouge, oui. Cette forme, cette énergie d'amour, il m'en est arrivé d'autres, à d'autres lieux, et que je ne donne pas dans le livre, mais où c'est d'une puissance inouïe, cet amour que l'on peut recevoir, et qui n'a pas qui n'a aucune explication rationnelle. J'essaye d'être le rationnel, et je le suis, je pense, rationnel, mais j'admets que j'ai cet amour qui m'envahit et qui est prodigieux. Au-delà, ouais. Ah oui, c'est
c'est même ça me porte, ça m'aide à m'élever, ça m'aide à croire, mais dans les deux sens, à croire à cette existence, mais à croire aussi dans la vie et à savoir s'élever, grandir. Oui, c'est ça. Alors, vous dites, vous êtes rationnel, vous rentrez dans la police, et puis là, vous êtes confronté à tout métier de policier, c'est-à-dire qu'il y a à la fois parfois le meilleur des dénouements et puis le pire du sordide. Et à quel moment, quand ça commence, à quel moment, dans quelle situation ça va commencer à se manifester? Vous vivez votre première impression de guérisseur, où il y a quelque chose qui s'impose, qui est au-delà justement de vous? Dans un premier temps, lorsque je rentre dans le commissariat de Saint-Lambert, dans le 15e arrondissement, c'était un commissariat de police judiciaire comme il en existait avant, et je suis affecté en tant qu'enquêteur sur le quartier. Vous êtes tout jeune à ce moment-là. Oui, j'ai 21 ans. À 21 ans, je me retrouve avec une arme à la ceinture et en déambuler dans les rues de Paris avec une responsabilité assez puissante. Mais bon, les responsabilités ne me font pas peur. Donc, c'est aussi une caractéristique. La peur, j'ai eu peur, mais la peur, je la connais pas. Voilà. On reviendra sur la peur, là. Ouais. Mais donc, j'arrive sur ce commissariat, et cette affaire, l'affaire qui déclenche et qui est décrite dans le livre, je me dis, je vais me faire confiance. J'avais déjà eu quelques intuitions. J'avais déjà soulagé des collègues sur une cheville, dont un collègue qui, en sortant de la voiture, il se tord la cheville et je le soulage. Mais au-delà de ça, maintenant, dès l'instant où j'ai eu cette belle Libanaise qui est rentrée dans mon bureau pour un vol, il s'est passé quelque chose. J'ai suivi mon intuition. Voilà. Et intuition j'emploie ce mot intuition pour que tout le monde le comprenne, mais j'ai suivi cette voix qui me dit vas-y. Peut-être racontez-nous brièvement cette histoire, parce qu'elle est quand même assez incroyable, si vous avez envie. Oui, volontiers. Donc, j'ai une belle Libanaise qui vient pour un vol de bijoux dans des circonstances étonnantes dans son appartement. Et le jour même, je retourne avec elle. Enfin, je vais faire les constatations, et en faisant les constatations, je m'aperçois qu'il y a une incohérence dans le vol et que c'est impossible, que le voleur devait connaître l'endroit ou devait savoir comment ça se passait. Et je décide immédiatement de faire ce qu'on appelait à l'époque l'enquête de voisinage. Et je rencontre une personne qui rentre dans l'immeuble, et je me présente et je lui demande si elle avait remarqué quelque chose. Et il me dit qu'il était étonné de retrouver d'avoir trouvé le jour du vol l'ancien locataire dans l'immeuble alors qu'il était parti depuis quelque temps. Donc là, immédiatement, je me suis dit, là, c'est bon. Voilà, je tiens quelque chose. Donc, j'ai relevé le nom. Enfin, j'ai eu beaucoup de démarches administratives à faire à l'époque. Il n'y avait pas d'internet, et au fil et tout s'est enchaîné en quelques jours, et on était toujours dans la notion de flagrant délit. Et j'ai apporté presque la preuve que c'était quasiment sûr que c'était lui à mes pairs, alors que j'étais jeune flic, et au vieux divisionnaire qui était le patron du commissariat. Et il m'a suivi. Il a accepté de ce que je lui disais. Il comprenait que ce que j'avais ressenti était la vérité pour lui également. Donc, il m'a suivi, et dans le cadre du flagrant délit, nous sommes allés. J'ai identifié, logé avec un autre collègue. Mais je dois dire que c'est la seule affaire c'est une affaire que j'ai menée presque de bout en bout, et c'est la seule, parce qu'après, dans la police judiciaire, c'est vraiment un travail de groupe. Collectif, oui. Un travail d'équipe. Mais c'est celle qui m'a permis de me révéler, de m'autoriser à écouter cette petite voix qui est en nous et qui parfois nous dit prends pas cette rue-là, prends plutôt la suivante. Est-ce que vous pensez d'ailleurs, quand on y réfléchit, que certains très très grands policiers, y compris dans les histoires qu'on nous raconte, de tous ces films qu'on a vus, Colombo et compagnie, que peut-être qu'ils l'ont pas encore conscientisé, mais qu'ils sont très bons parce qu'ils se mettent à l'écoute de leur intuition profonde,
Ou est-ce que parfois, c'est simplement leur cerveau rationnel qui est très analytique et qui fonctionne bien et c'est pour ça qu'ils sont bons? Je dirais les deux, mon capitaine. Il y a à la fois l'esprit rationnel et analytique. Quelqu'un de bête, il restera bête tout le temps. Voilà, j'ai pas il y a pas de souci là-dessus. Maintenant, écoutez sa voix, écoutez sa petite voix, écoutez son intuition. C'est à chaque fois quelque chose qui est gagnant. C'est rare. C'est vraiment très rare. Ou alors c'est qu'on a mal interprété l'intuition qui nous est venue. L'interprétation est importante. Souvent on se trompe, on se dit j'ai suivi ma voix mais c'était pas la bonne. Non, c'est pas ça. C'est l'interprétation qu'on fait du signe que la voix nous donne. Parce que je dis que c'est une voix, ça peut être auditif, ça peut être visuel, ça peut être l'odorat et c'est pas forcément clair dans un premier temps. Il faut simplement prendre conscience de ce qu'on a comme information et moi là, en l'occurrence là, c'était bon. Je savais que c'était bon. À d'autres circonstances dans ma vie de flic sur les missions bien particulières au sein de grandes affaires, que j'y suis allé avec la notion de dire on va le faire, on va y arriver, et parce qu'il y avait une aide extérieure venant de l'invisible qui me donnait une possibilité d'aller plus loin peut-être. Est-ce que c'est cette conjonction entre... c'est vrai que quand je vous vois, il y a cette partie aussi qu'on pourrait retrouver chez un félin, c'est-à-dire très instinctive qu'on a en chacun de nous, être humain très animal. Vraiment, les animaux sont extraordinaires de ce point de vue-là aussi, d'être à l'écoute de leur intuition, de ce qui est le bon moment aussi. On le voit dans la chasse aussi des animaux, il y a le juste moment, le bon moment, l'économie aussi, de ne pas faire n'importe quoi, se disperser. Vous avez ça aussi, on sent en vous, qui est à la fois cette part d'intuition animale extrêmement développée, très positive, et en même temps l'invisible qui s'invite. La barrière, la limite est... la frontière est ténue. La frontière est très ténue. C'est moins d'une feuille de cigarette entre l'intuition et la part de l'invisible. Elle est... Je pense que je fais partie des gens qui acceptent la globalité du tout. De faire partie du tout, d'être tout et d'être dans le tout. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et dans cette perception-là, dès l'instant où s'ouvre à tout ça, on a des informations hyper importantes, c'est prodigieux. C'est un bonheur de recevoir ces informations. C'est un bonheur. Parfois, c'est lourd. De prendre le métro, de ressentir des choses. Il y a des fois, c'est compliqué à gérer. Mais bon, il faut l'accepter. Mais parce que, oui, on fait... cet esprit animal que vous décrivez, et qui est cet esprit d'instinct, oui, on l'a tous quelque part, l'instinct. Après, il y en a qui ont le mauvais instinct. Voilà, l'instinct de destruction, de pourquoi, j'ai pas d'explication à ça. Mais cette notion de s'ouvrir à tout, moi, c'est ce qui me transporte. C'est ce qui m'aide. C'est de venir ici vous voir aujourd'hui. Je me suis dit, mais j'y suis, j'accepte tout ça. Et Dieu sait si, avant d'être là, c'était impossible pour moi d'imaginer de me retrouver là. Et tout à chacun, on peut se poser la question de se dire, mais pourquoi je suis là à tel moment? Et lorsqu'on se pose, et de faire le marche in arrière, de regarder le temps et de se dire, mais combien de paramètres il a fallu pour arriver là. Oui, ça paraît miraculeux. Mais c'est prodigieux. Prodigieux, c'est le mystère, vraiment. C'est ce que... Il m'est arrivé, moi, des tas de choses dans ma vie en me disant, mais pourquoi? Et je lève les yeux au ciel parce que je trouve que dans l'au-delà ou dans l'invisible, ils sont comiques. Donc, ils ont beaucoup d'humour. Et souvent, je leur dis, là, vous faites fort quand même de me mettre dans telle situation. Ouais. Donc, on a cet instinct animal peut-être comme certains animaux, oui. Après, les animaux, je les adore, mais ça ne me dérange pas de les tuer pour me nourrir également, vous voyez. Donc, c'est complexe. C'est très complexe. On reviendra sur une scène qui m'a fait penser justement à cet instinct animal, mais avant ça, il y a quelque chose que vous venez de dire qui est vraiment très intéressant, c'est que
cet instinct d'aller à un moment donné ou pas, de ce qu'on pourrait considérer, si on prend une analogie cinématographique, du côté obscur de la force. Et à un moment, vous sentez que vous avez cette tentation, c'est-à-dire que votre ex-beau-père, qui vous a fait subir tous ces abus pendant quand même de très nombreuses années, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a forcément à un moment donné cette idée de dire je vais éradiquer cette mauvaise personne de la Terre. Il faut tout à fait. l'empêcher de nuire. Oui. J'avais tout programmé pour pouvoir... vous le dites clairement. Hein. Mais je l'écris, oui. Et puis il y a cet instinct qui fait que non, vous sentez que c'est pas la bonne voie. Voilà, j'avais franchement l'intention de mettre un terme à son existence ici. Voilà. Et le jour programmé, la petite voix me dit non, laisse. Et j'écoute cette voix. Ouais. Là, c'est pas votre destin, en fait, d'aller vers là. Ouais. De le laisser. Et il est mort quelque temps après. Mais donc, ouais, c'était juste. Vous voyez, après, justement, ce que vous relevez là, est-ce que c'était pas la différence entre l'instinct animal et la compréhension d'écouter sa propre voix? Je ne dis pas que les animaux n'ont pas leur propre petite voix, ils doivent les avoir aussi, mais... Une autre forme de conscience. Une autre forme de conscience. Et que nous, on a cette perception-là, enfin, pour beaucoup, nous avons cette perception-là qui nous permet de se dire, allez, on va pas faire la connerie. C'est ça. Alors, pour revenir sur une scène où là, j'ai vu l'animal, mais on ne va pas forcément passer l'interview dessus parce que vous n'en parlez pas spécialement, c'est moi des images qui me viennent, où là, je vous vois justement comme ce félin, comme ce guépard. Vous faites le guet, vous êtes avec un confrère, un collègue. Vous vous appelez comment d'ailleurs entre vous dans la police? On s'appelle par notre prénom ou notre surnom. Oui, non, mais c'est quoi? Vous dites c'est un collègue? C'est un collègue, c'est ça, ouais, c'est ça, on dit collègue. Un collègue. Donc, c'est un collègue et vous sentez qu'il va y avoir une agression d'une personne âgée qui sort de la banque. Oui, exactement. Et là, je trouve qu'on retrouve vraiment... là, il y a tout. Vous êtes complètement aux aguets. Oui, parce que de déterminer le moment de l'agression, c'est aussi percevoir que l'environnement est propice, que eux, ils ont changé d'attitude, que la situation environnementale autour leur permettra d'agir plus facilement et de se dire c'est là que ça doit se passer. Et en plus, c'est cette petite voix qui me dit c'est là, voilà. Et je pense que oui, l'esprit animal est là aussi mais l'esprit animal est là comme dans beaucoup de situations dès l'instant où on observe, dès l'instant où on est attentif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, attentif au tout, en étant dans le tout et en étant tout. Donc attentif, ouvert. Oui, parce que là, il y a tout, il y a vos sens, il y a l'invisible. Là, on sent que dans cette scène, tout est là. Mais vous avez parfaitement compris cette scène, où tout est là. Tout est là, à savoir la notion de savoir manier l'arme comme je le savais, la notion de ne pas prise de risque à considérer, même si l'acte en tant que tel pouvait être considéré comme prise de risque. Je l'ai fait vraiment en toute sérénité parce que tout était là. Ça pouvait pas se passer ailleurs. Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Vous pouvez nous la raconter, cette scène? Enfin, cette scène, ce moment. Il y a un momentum quand même. Ce moment-là est assez étonnant. Je suis dans la voiture et je vois donc la moto qui est sur le trottoir et qui arrache le sac de la vieille dame, qui la traîne. Il arrive à retirer le sac, le passager de la moto, et il continue sur le trottoir. Et là, je donne un grand coup de volant dans la voiture de service dans laquelle j'étais pour les shooter sur le trottoir. Je les percute, mais la moto continue, il tombe, et je sors avec l'arme à la main et le brassard police, et je crie police, et ainsi de suite. Et là, les deux me rient au nez, véritablement, les deux personnes me rient au nez. Et je sors l'arme et je tire 4 coups de feu dans la roue arrière de la moto. Ce que je ne recommande pas aux policiers actuels de faire, parce que ça serait la pire des catastrophes pour eux. Mais à l'époque, voilà, c'est ce que je fais. C'est ce qui se passe, oui. C'est ce qui se passe. Et je vois l'étonnement dans le regard des deux qui étaient remontés sur la moto. Et la moto fait quelques mètres et elle s'arrête. Parce que les balles ont percuté des éléments importants qui font qu'elle ne peut plus rouler. Donc, elle s'arrête et ils s'en vont en courant. On les poursuit avec le collègue, on les retrouve et on les interpelle. Et pour l'anecdote, c'est qu'au départ, je
devais passer à l'IGPN et pour une circonstance qui me dépasse, cette dame-là était la proche cousine du préfet de l'époque et donc j'ai reçu les félicitations pour avoir restitué l'argent volé à la cousine du préfet. Alors, ce genre de scène, ça va se passer plusieurs fois dans votre vie d'ailleurs. Hein. Oui. Parce qu'on parle là de synchronicité, on parle du hasard qui fait bien les choses, de coïncidence. Il y a un côté un peu, alors pas du tout dans la psyché, mais Forrest Gump. C'est-à-dire quand on le voit qui parcourt la vie, rencontre 4 présidents, 3 présidents, il y a un côté un peu comme ça quand même dans votre histoire. C'est-à-dire que les circonstances vont faire que chaque situation qui peut être un peu compliquée au départ, côté pile, va se retourner côté face positivement quand même. On dit que tout est dans la pièce. Hein. Donc voilà, en fonction où elle tombe, on ne sait pas si... qu'est-ce que ça va donner après par la suite. Et moi, c'est vrai que j'ai énormément de rencontres. À l'âge de 60 ans, j'avais réuni de mes nombreux amis et là m'est venue cette phrase, mais la vie n'est faite que de rencontres et de séparations. Et franchement, voilà, moi j'ai eu une chance inouïe et la preuve aujourd'hui, je vous rencontre, c'est prodigieux. Et ces rencontres... je sais pas ça. Mais je présume que c'est prodigieux. Ma petite voix intérieure me dit que c'est quand même quelque chose de fort. Et donc, ouais, toutes ces rencontres, je les ai acceptées. Et j'y suis allé sans faux semblant. Ouais. La notion de paraître actuellement est détestable dans notre société. Il faut paraître, alors qu'il faut simplement être. Mais vous, on a l'impression que vous avez toujours été comme ça et on voit à quel point, quand même, dans votre carrière, les gens vous aiment. Vous avez beaucoup d'amitié. Oui, j'ai énormément d'amitié. Je ne vous connais pas à titre personnel, je vous connais à travers votre livre et votre récit, qui est très personnel. Mais vous avez énormément d'amitié de longue date, parce que les gens peut-être ressentent ça, que vous êtes, non pas sans filtre au sens des gens qui sont cash et tout ça, c'est pas du tout dans ce sens-là, mais vous êtes, voilà, vous ne trichez pas avec vous-même. Non, je ne triche pas avec mes sentiments. Je peux être très doux et très dur. Et mon entourage me reproche souvent parfois d'être dur. Parce que je peux être très doux et très dur. Mais j'assume ces deux faces-là. C'est les deux faces de la pièce aussi, quelque part. Je me laisse être. Je me laisse être. Avec mes défauts, avec mes qualités. Peut-être que j'ai beaucoup plus de qualités que de défauts, mais j'ai des défauts quand même. Donc voilà, il faut accepter tout ça. Il faut être dans l'humilité. D'être simplement... mon corps n'est qu'un véhicule de quelque chose qui transporte et qui est bien au-delà de mon aspect physique. Donc, ouais, être, ça m'a toujours collé, ça. Alors, il y a ces perceptions, cette intuition qui vous permet d'agir dans certaines situations quand vous êtes dans l'action vis-à-vis d'un danger ou de situations extérieures. Et puis, à l'intérieur même, vis-à-vis de vos collègues et de la police, il y a tout ce que vos perceptions permettent. Et là, c'est aussi le regard des autres. C'est-à-dire que parfois, vous avez des collègues qui sont très rationnels, mais ils savent que vous pouvez quand même les soulager, donc malgré tout, ils viennent vous voir. Ça, c'est assez amusant. Oui, mais exactement. Mais le nombre de collègues qui m'ont traité de charlatan en se marrant, parce que ou d'autres qui me disaient, mais tôt ou tard, tu vas tomber pour exercice illégal ou pour attouchement ou autre. Alors, je ne touche pas les gens, donc attouchement, il était hors de question. Ça, ça ne risquait pas. Ça ne risquait pas. Je ne touche pas les gens. Mais oui, j'ai fait l'objet d'une moquerie mais gentille, quelque part. C'était bienveillant, c'était avec beaucoup de bienveillance. Et j'ai soigné tout un tas de collègues au sein de la police nationale qui venaient me voir, pour des mots divers et variés. Et donc, à chaque fois, oui, j'ai toujours fait la rationalité La rationalité est là, mais je touchais de l'irrationnel. Je leur faisais découvrir que ouais, il se passait des choses. D'ailleurs, vous ne leur demandez même pas d'y croire. Non, surtout pas. Surtout pas. Il faut pas. Les sceptiques, il faut les laisser. C'est pas grave, ils vont faire leur chemin, ils vont progresser ou pas, je ne sais pas. Mais c'est pas mon concept d'essayer de convaincre les sceptiques. Il faut les gens qui sont dans la rationalité.
C'est comme ça. Actuellement, là, je découvre qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent dans la rationalité, mais qui s'intéressent, qui commencent à se poser des questions, de voir des personnes comme moi. Je suis pas un huluberlu, je suis pas perché comme certains disent. Je suis bien rationnel. J'aime avoir les pieds dans la boue et les mains dans le gasoil, comme je dis. Oui, puis vous étiez un sportif. Oui, j'ai fait beaucoup de sport. Je me suis toujours entretenu physiquement pour me permettre que la carrosserie qui transporte ce moteur soit le plus agréable possible. Mais après, j'ai cette croyance de l'irrationnel qui est largement supérieure à l'irrationnel. Ouais, l'irrationnel est supérieur au rationnel en réalité. Oui. Il y a ça. Oui, l'irrationnel, c'est ce que j'ai dit, l'irrationnel est supérieur au rationnel. Je ne sais plus dans quel sens vous l'avez dit, c'est peut-être moi qui me trompe. L'irrationnel est vraiment supérieur au rationnel. C'est inimaginable de voir qu'actuellement, la physique quantique, on a beau retourner dans tous les sens, mais on arrive à la physique quantique où, à un moment donné, on est à une part de mystère. On sait maintenant qu'un objet observé change en fonction de l'observateur. Donc, pourquoi ? Et des particules dialoguent à des distances. Et des particules qui dialoguent à des distances. J'avais un ami physicien, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Joël Steinheimer, qui était devenu mon ami, et je lui posais la question, mais comment se fait la transmission entre deux cellules ? Est-ce que c'est le cœur ? Est-ce que c'est la membrane ? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Parfois, vous êtes même vous-même étonné des résultats, c'est-à-dire que dans le type de guérison, et peut-être vous nous décrirez un petit peu quel type de guérison il vous est arrivé, des choses vraiment diverses et variées, de vous dire, non, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher, ou à chaque fois vous vous dites, je ne sais pas pourquoi, ça va marcher, je sens que c'est là, en fait. Comment ça se passe ? En toute humilité, je dis une phrase qui est « je ne sais pas ce que je ne peux pas soigner ». Je vous donne l'exemple, j'ai un très bon ami qui est dermatologue et qui m'envoie régulièrement des personnes atteintes de zona, parce qu'il a vu le résultat, et donc il m'envoie les personnes atteintes de zona. Et sur une même semaine, il m'en avait envoyé 3, j'en ai soigné 2, la 3e, j'ai jamais pu la soigner. Pourquoi ? Je ne sais pas, ça fait partie du mystère, je l'accepte. Donc, je ne saurais pas vous dire, je vais soulager telle personne, je vais enlever la verrue à telle personne et ça va fonctionner, et ainsi de suite. Sur les verrues, j'ai 97, 98, pour ne pas dire 100% de réussite. Pourquoi sur une personne, ça va pas fonctionner, ou je vais lui en enlever 3 et il va en rester une qui restera. Quel est le principe ? Encore une fois, je ne sais pas ce que je ne peux pas. Les gens viennent me voir, mais moi, chaque soin est un étonnement. Chaque soin est un étonnement. C'est une découverte. En plus de ça, dans la pratique, je pense que c'est essentiel de ne pas faire de parallèle avec un autre cas qui a existé, parce que chaque personne a sa propre énergie, a sa propre histoire, et véhicule quelque chose de particulier qui ne peut pas être comparé à une autre, même si la similitude peut être facile à faire. Donc, moi, c'est un étonnement permanent. Les gens qui viennent dans le cabinet, pour moi, c'est un étonnement. J'écoute, je pratique le soin, et généralement, ils me disent, on se revoit quand ? Je dis, je ne redonne jamais de rendez-vous dans le cabinet. Je ne redonne jamais de date de rendez-vous dans le cabinet. Je leur dis, partez, on se reverra, on verra. On se revoit parfois 10 ans après, parfois 3 ou 4 mois après, mais je laisse agir cette part d'inconnu et d'impalpable. J'ai reçu dans cette émission Didier Van Kovlart, qui a écrit ce livre incroyable sur les miracles, en faisant vraiment des recherches très approfondies. Et on discutait du fait que, parce qu'on pourrait se dire, tiens, en fonction d'une personne, qu'elle y croit ou qu'elle y croit pas, il pourrait y avoir une différence. Et on voit que dans les miracles, il n'y a pas forcément de différence. Il y a parfois des personnes qui guérissent alors qu'ils n'y croyaient pas, et d'autres, évidemment, qui guérissent et qui y croyaient. Ouais. Est-ce que vous observez ça, vous aussi ? Alors, j'ai des personnes qui viennent me voir en disant en préalable, je suis là, mais j'y crois pas. Voilà, genre on m'envoyait là, un peu en dernier recours, quoi. Ouais.
Et ça fonctionne. Je n'ai pas de, il n'y a pas de notion de croyance, de ne pas croire. Les personnes qui viennent là, il y a des personnes qui mettent une foi infinie en moi et ça marche pas. Et d'autres qui viennent en touriste, on va dire, Sans attente. et sans attendre, et ça marche. Et j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, de patients qui viennent avec des douleurs chroniques de plusieurs années, et pourquoi ça disparaît? J'arrive à percevoir dans le soin, ce que je perçois, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup oui, c'est une énergie, c'est une information. D'ailleurs, est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est une information? Ça aussi, c'est une question que je posais souvent. Est-ce que l'énergie est information? Est-ce que l'information Oui. est énergie? C'est l'œuf et la poule. Oui, je sais pas. Donc, ce que je perçois est toujours est toujours fort, et il y a des gestes que j'arrive à faire où je retire littéralement l'énergie de la personne. Oui, c'est une énergie qui ne devait pas être là, où je la replace différemment. Je D'ailleurs, un jour, vous le racontez dans le livre, hein, il y a quelque chose. Alors, je vous ai coupé, peut-être non, finissez. non. Pardon. C'était sur l'énergie, ça. Je pense avoir tout dit sur l'énergie. Non, mais je pense à cette scène dans le livre où, à un moment donné, vous êtes face à quelque chose qui est presque de l'ordre de l'exorcisme, Oui, et ça tout à fait. vous échappe. Ouais, Enfin, c'est pas que ouais. ça vous échappe, c'est que vous êtes bien dans le protocole, mais vous ne vous attendiez pas à vivre cette Ouais, scène. Ça que je veux dire. exactement, Ouais. ouais, exactement. Cette scène-là est unique pour moi pour l'instant, même si je l'ai recôtoyée récemment sur une autre personne, mais de manière moins importante. Mais la première fois, je me suis même étonné de percevoir ça, et ce qui m'a incité à aller voir les prêtres exorciseurs du diocèse de Paris, parce Oui. que pour moi c'était fort. Après, j'en avais discuté avec le père aumônier de l'hôpital que j'ai rencontré, et qui m'a rassuré aussi quelque part dans cette démarche de. Mais j'ai pas peur, Anne. Donc voilà, D'ailleurs, il vous adoube fais d'une confiance. certaine manière, en tout Ouais. cas par rapport aux catholiques, puisque Ouais. pour les personnes qui nous écouteraient, qui seraient croyants, il vous adoube d'une certaine manière en vous disant, bah voilà, en fait, je vous ai écouté, je vous ai observé. Il prend son temps, hein, on sent Ouais. que voilà, vous déjeunez avec lui. Ouais. Et à la fin, il vous donne une sorte de... Voilà, Ouais. comme s'il vous révélait une part de vous-même, que vous Exactement. savez, mais il vous Ouais. dit quand même ce mot, vous êtes un thaumaturge, en fait, il Ouais. vous dit ça. Oui, il me dit vous êtes un thaumaturge, et là Le ça thaumaturge m'étonne. qui est le faiseur de miracles, pour les personnes qui Ouais, ne connaissent pas voilà, ce mot. Hein. exactement. Et il me dit vous devriez le mettre sur le site, et je l'ai mis sur le site. Je me suis payé le culot de le mettre sur le site, sur mon site. En haut, c'est marqué thaumaturge, Oui. magnétiseur, guérisseur, je crois. Enfin bref, mais thaumaturge s'est mis sur le site, et là, figurez-vous qu'il n'y a que 3 personnes. Il est mis depuis des années, Ce ce terme. mot. Ce beau mot est mis depuis des années, et il n'y a que 3 personnes qui me l'ont relevé. Ah oui? Ouais, c'est étonnant, vous voyez. Donc, à la suite de l'émission, il va y en avoir beaucoup, mais Parce que là, on l'a bien relevé, là. mais voilà, mais c'est vrai que C'est un mot qui est peu employé, en réalité. Peut-être quasiment- que les gens ne le connaissent pas. Bah, c'est-à-dire, il faut pas l'usurper, quoi. Mm. Il faut pas l'usurper. Moi, je l'ai mis, et vous avez très bien décrit la scène. C'est parce que c'est le père que j'appelle Antoine, pour ne pas donner son nom, qui m'autorise ça, qui me dit vous devriez mettre thaumaturge parce que vous êtes un thaumaturge. Et le recevoir ce mot-là de la part d'un homme de foi, pour moi, c'était fort. Oui, ça vous a, quelque part, vous le saviez déjà, mais ça vous fait du bien, ça vous soulage de dire que vous êtes quand même reconnu d'une certaine manière pour ce que vous faites. Parce que vous êtes croyant, vous aussi, votre grand-mère oui, l'était. oui, non, donc, mais tout à fait, donc tout voilà, à fait. donc Je il y a suis cette foi croyant, qui vous habite. je suis très croyant, et je fais partie des croyants. Une forme de reconnaissance. Tout à l'heure, vous me posiez la question en me demandant si c'est une forme de reconnaissance. Étonnamment, je pense que c'est une question pour moi. Je suis né de père inconnu, vous voyez. Ouais. Et ce Merci mot de faire le reconnaissance. lien. Merci de faire le lien. Ouais. Et ce mot reconnaissance oui, c'est peut-être une reconnaissance, comme la reconnaissance de mon savoir-faire par mes pairs, mais AIRE, AIRS, qui de la police. Voilà,
part de reconnaissance, ouais, peut-être. C'est peut-être un doute pour moi. Après, je j'ai pas les chevilles qui enflent, j'ai pas la grosse tête. Je suis ce que je suis. Je suis Robert Martin, tout simplement. Vous faites presque le job, on va dire, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous êtes comme ça, vous sentez que vous devez le faire, vous le faites. Exactement. Je ne suis que, pour moi, et tout à l'heure je vous disais, je lève les yeux au ciel très souvent en disant mais qu'est-ce que vous me faites faire? Et je suis le maillon, je suis l'intermédiaire entre cette puissance qui nous domine et la personne qui est devant moi. Et je ne suis que l'intermédiaire pour essayer de faire passer des messages subtils, des messages verbaux, des messages visuels, mais il y a toujours des messages qui transitent, il y a toujours une information. Il y a toujours une énergie. C'est ça, j'ai un ami qui a quitté ce monde aujourd'hui qui disait qu'il tentait vraiment de faire le bien dans sa vie, d'aider les autres et qui disait « je suis l'équipe au sol ». Exactement. Est-ce que c'est ça? Oui, on pourrait dire ça. Je suis l'équipe au sol parce que je fais partie de ce sol. Je fais partie d'ailleurs de ce sol, c'est le dur. Je fais partie du dur, mais j'ai la possibilité de donner au dur qui m'environne, oui, Oui. l'accès à quelque chose de plus subtil et de plus léger, quelque chose d'éthéré autour de nous. D'ailleurs, quand vous allez voir votre père, parce que vous le retrouvez à un moment donné, il est pas loin de la fin de sa vie, vous le savez pas à ce moment-là, il n'y a pas vraiment cette reconnaissance qui se fait. Vous allez la chercher, il ne vous la donne pas et vous allez de toute façon vous l'offrir d'une autre manière dans votre vie, cette reconnaissance. Ouais. Vous comprenez que c'est pas lui qui vous la donnera à ce Non. moment-là et puis il va partir Ouais. peu de temps après, je crois. Ouais, exactement. Ouais. C'est de par mes fonctions, j'ai retrouvé avec le peu d'indications que ma mère m'avait donné, j'ai retrouvé ce père géniteur et qui n'a jamais eu d'autre enfant que moi. Ça, je l'avais découvert aussi. Et au moment du décès de ma mère, je m'étais promis, je ne sais pas pourquoi cette promesse, mais d'aller le voir pour lui annoncer le décès de ma mère. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai retrouvé un pauvre bougre, un pauvre R qui a loupé quelque chose de prodigieux. Parce que, voilà, je le plains, plus qu'autre chose. Je ne l'accable pas, je le plains d'être passé peut-être à côté de quelque chose que j'aurais pu peut-être lui permettre d'avoir accès à autre chose. Voilà. Ouais, vous auriez peut-être pu l'aider, en fait, c'est ça que vous êtes en train de dire, d'une certaine manière. Je pense, oui. J'aurais pu l'aider. Il ne m'a pas reçu, il n'a pas voulu, je ne sais pas ce qu'il a craint, peut-être. Certains êtres ne peuvent pas, vous le savez, dans votre métier. Quand vous dites parfois j'en guéris pas. En fait, Exactement. On ne connaît pas les empêchements de chacun. Non, on ne peut pas. On peut pas savoir. Ça reste. La notion du mystère, pour moi, est importante et de l'accepter, le mystère. Accepter pourquoi ça se fait et sans aucune raison. Accepter la mort des enfants, de certains enfants que j'ai vus et qui, c'était épouvantable. Mais je l'ai accepté parce que j'ai pas ça serait présomptueux de ma part de dire que c'est dégueulasse ou autre. Il y a forcément une réponse à ça. Il y a forcément... Pour moi, il y a un bien derrière le mal. Derrière toute action, il y a le bien. Cette notion de bien et d'amour, c'est quelque chose vraiment qui est en moi. La notion d'amour est importante pour moi. Vous l'avez toujours eue. Est-ce que vous pensez qu'elle s'est construite aussi en opposition à cette haine et cette violence que vous avez vue? Je repense à cette scène de Noël que vous n'avez pas décrite, mais que vous décrivez bien dans le livre. Peu importe de la décrire ou pas, c'est pas l'idée, mais de vraiment de dire. Et en fait, il y a au-delà de ça, il y a quelque chose qui habite, qui nous habite. Cette notion d'amour, ça me donne l'impression qu'elle est ancrée en moi depuis ma naissance. J'ai quelque chose qui fait que j'aime les gens, j'aime recevoir. Déjà, je m'aime. Souvent, je dis aux gens, aimez-vous d'abord avant de savoir si vous aimez les autres. Aimez-vous d'abord, levez-vous le matin et dites-vous, tiens, je m'aime aujourd'hui. Ne serait-ce que de se dire ça, je m'aime, je suis une belle personne. Et après, peut-être que vous allez vous détester dans la journée, mais au moins vous vous l'êtes dit une fois dans la journée. Et ça, c'est important. Donc moi, même si on n'y croit pas, vous pensez, parce que certaines personnes pourraient nous dire... par rapport aux empêchements, parler de votre père, certaines personnes, c'est un mystère, on l'a dit, ont de tels empêchements, de telles blessures, de tels traumas. J'en discute aussi régulièrement avec un ami qui est médecin psychiatre qui dit certaines personnes ne peuvent pas en fait même accéder à ça. Alors il y a des personnes qui ne peuvent pas accéder à ça. Je dirais, moi je me pose la question de savoir si certaines personnes ne se font
pas du mal, enfin ne se complaisent pas dans le mal-être. Mais peut-être pour parce exister. qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Oui, parce que elles n'ont pas la notion d'exister autrement que à travers une maladie ou à travers une pathologie. Je dis pas que tout le monde est comme ça, c'est pas ça. Mais il y en a certains qui ne veulent pas s'en sortir et qui restent dans leur état de non-amour pour eux et qui refusent. Oui, donc je rejoins votre ami psychiatre. Oui, il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir accès. Oui. J'en suis désolé pour eux, mais moi, il y a plein de personnes où je leur dis allez chercher votre propre amour. S'aimer soi-même, c'est se remplir de soi, c'est pas faire preuve d'égoïsme. Se remplir de soi, c'est être assez rempli de soi et d'amour de soi pour pouvoir en donner aux autres. Et quand on donne l'amour aux autres, c'est étonnant, ils nous en rendent encore plus. Donc, on déborde quelque part. C'est une notion d'échange, de don, le don. Et vous ne le voyez pas, peut-être vous le verrez parce qu'on fera des vidéos, mais quand il dit ça, son visage s'éclaire au plus haut point. On mettra peut-être cet extrait-là en vidéo parce qu'on voit qu'il y a vraiment on peut le dire, cette lumière aussi qui vous habite. Et ce sentiment d'amour, on avait dit qu'on reparlerait de la peur au début de l'émission. Vous la ressentez très peu, en fait, cette peur, on sent dans votre parcours. Ouais. J'imagine que vous avez eu des moments de peur ou de stress quand on est dans des situations, mais d'un point de vue plus fondamental, vous n'êtes pas quelqu'un habité par la peur. Non. Frédéric Pechner me met en 4e de couverture. Qui est votre préfacie. Voilà, il me décrit comme homme sans peur. Oui, je suis pas un inconscient. Qui est-il d'ailleurs pour les personnes qui ne le connaissent pas? Frédéric Pechner est l'ancien directeur de la police nationale française, directeur général de la police nationale, et il est actuellement vice-président de la région Île-de-France, chargé de la sécurité. Enfin, c'est une personne que j'aime et qui me le rend bien aussi. C'est ça, dans ces amitiés dont on parlait tout à l'heure. Ces longues amitiés de tout à l'heure. Et donc, la peur, c'est pas quelque chose qui m'habite. Je sursaute comme on peut me surprendre, mais me faire peur. C'est peut-être inconscient, hein, mais j'ai pas vraiment peur. Et vous avez eu le sentiment de devoir faire entre guillemets un travail pour vous débarrasser de cette peur, ou vous êtes comme ça? Je suis comme ça. Oui, c'est ça. J'ai pas fait, j'ai fait aucune thérapie pour. Oui, parce que policier, c'est quand même un métier dangereux. Hein. Il faut bien le redire, parce que là, on parle beaucoup de guérison, etc. Non, mais j'ai eu des coups, j'ai fait l'objet de fusillade. On a tiré sur des voyous qui nous répondaient aussi en tirant sur nous. Donc il y a eu des actions violentes. Il y a eu il y a eu des notions de stress. Sur ma période de négociateur, parce que j'ai été négociateur à la BRI, il y avait du stress aussi en contact avec les preneurs d'otages ou autres. C'est toujours du stress. Mais j'ai pas peur, non. Je me suis demandé aussi si, par rapport à ces voyous, comme vous les nommez, parfois vous essayez de leur communiquer cet amour pour justement qu'il y ait peut-être un retournement à l'intérieur des autres. Écoutez, ça m'est arrivé de faire en sorte que le voyou comprenne qu'il y avait d'autres voies. Et étonnamment, la vie est étonnante. Je me retrouve dans mon village ariégeois où je fais installer une cuisine auprès d'un fabricant. Et le gars qui vient m'installer à la cuisine, je ne l'avais pas reconnu, mais lui, il m'avait reconnu comme étant un ancien petit voyou d'une cité du 15e arrondissement à qui j'avais tiré les oreilles à l'époque et que je lui avais dit des mots qui l'ont touché et qui lui ont permis de repartir sur le droit chemin. Donc ça, c'est beau aussi, de cette résilience qui est possible. Et c'est possible, c'est possible. Après, il y a des gens, ils sont irrécupérables. Vous le pensez vraiment, ça, quand vous le dites? Ah oui. Oui, il y a des gens irrécupérables. C'est dur d'entendre ça, en fait, je trouve, d'un point de vue humain. C'est compliqué d'un point de vue humain, mais il y a des tueurs psychopathes où et j'en ai un en tête et je le garderai pour moi, mais qui va sortir et forcément il recommettra des crimes. C'est un câblage du cerveau,
du coup, qui est différent. On s'attaque à de la chimie du cerveau, on s'attaque à des blessures, Alors, je sais que vous n'êtes pas médecin psychiatre, hein, mais pour vous, c'est plutôt de quel ordre quand c'est comme ça, irrécupérable? Ça se situe à quel niveau? Peut-être vous ne pouvez pas répondre à la question, non, peut-être on ne peut même pas répondre. Je vous dirais que c'est inné presque, vous voyez. C'est inné. Alors, je dis pas qu'il y a... je sais que c'est une discussion sans fin entre les spécialistes qui disent tous on peut les récupérer, on peut essayer de faire un cheminement inverse ou les mettre sous médoc ou peut-être. Mais j'ai vu des gens, non, c'est pas possible. On peut pas. On sait pertinemment que ils ont le mal en eux et qu'ils resteront dans cette notion-là. Après, il y en a, mais on va pas se quitter sur. Il y a de nombreuses personnes qui vivent un retournement. Qui vivent un retournement et qui découvrent que ce qu'ils ont fait pendant des années, c'était pas la réalité, c'était pas ce qu'il leur fallait, c'était pas leur vérité. Ils se sont fourvoyés dans une vérité d'autres. Généralement, c'est ça. Ils sont. Je tiens à modérer quand même les précédents propos. Quand je dis il y a des gens qui ont le mal inné, il y en a. Il faut pas le nier. Il y en a. Il y en a qui sont là pour, je sais pas pourquoi, hein, pour vivre une vie de douleur, mais c'est pas la majorité, heureusement pour la société. Là, si on parle, alors évidemment, les gens qui nous écoutent ne sont pas forcément croyants, n'ont pas forcément la foi, mais si on parle de croyance et de foi, on peut aussi parler du pardon ou de rédemption. Ça nous mène à cette question, est-ce qu'on peut tout pardonner quand on voit, comme vous avez vu, j'imagine dans des situations, le mal incarné d'une certaine manière, est-ce qu'on peut quand même aller au pardon? La notion du pardon, moi, personnellement, ça m'est difficile. Je suis franc, personnellement, ça m'est difficile de pardonner. Il y a des actes que je ne peux pas pardonner. Voilà. Ce que j'ai vu pour certaines circonstances, c'est impardonnable. Après, j'accepte que les hommes de foi ou que certaines personnes pardonnent. Je suis admiratif, moi, du père qui pardonne à l'assassin de son fils. Je pense pas être en capacité. Robert Martin n'est pas en capacité de pardonner à la mort d'un de ses proches. Voilà. Revenons sur des guérisons, dont certaines très touchantes, assez extraordinaires. Je pense à cette petite Mathilde, par exemple, à l'hôpital. Ça, c'est beau, alors, ça. Des histoires, j'imagine, vous en avez par centaines. Ouais. Mais celle-là, parce que quand on parle aussi des enfants, forcément... C'est de belles rencontres avec les enfants. Les enfants, c'est un monde particulier parce que j'adore les enfants. J'adore aider les enfants parce qu'ils ont encore un pied dans l'invisible. Ils sont en lien avec quelque chose. Il suffit de les regarder ou de les écouter. Ils ont moins de filtres, peut-être aussi, déjà. Ils ont moins de filtres, oui. Ils n'ont pas de conditionnement. Donc, pour eux, tout est naturel et tout coule de source. Et oui, cette guérison de Mathilde est étonnante. Et le professeur qui dit, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et moi non plus, je ne saurais pas vous dire ce qui s'est passé. Mais il y a un avant et après ma venue. Donc, manifestement, il a dû se passer quelque chose de très subtil entre Mathilde et moi. Qu'est-ce qui se passe avec Mathilde, alors ? Mathilde, elle est hospitalisée en urgence à l'hôpital Necker parce que elle a un problème de cœur assez important. Les médecins ne comprennent pas. Elle est placée en réanimation. Les médecins sont très pessimistes. Ils ne comprennent pas pourquoi son cœur dysfonctionne complètement. Et lorsque son père vient me voir, m'en parle, c'est un collègue et ami, et je lui dis on va essayer de voir si on peut faire quelque chose. Je me retrouve dans cette chambre en réanimation où on me fait passer pour le grand-père parce qu'il n'y a pas de visite autorisée, et je lui fais le soin, et le cœur repart sur une bonne fréquence, et les médecins ne comprennent, et moi non plus, je ne saurais pas vous donner d'explication rationnelle à ça, mais tout fonctionne, et Mathilde est une belle enfant, très avancée pour son âge, et elle a maintenant 12 ou 13 ans, et c'est formidable, et tout va bien. Oui, elle parle plusieurs langues, elle est au mieux de sa forme, voilà.
Alors, vous parlez des hôpitaux et ça me fait penser à notre ami commun dont on parlait hors antenne, Jean-Luc Bartoli, que j'ai reçu aussi dans cette émission, qui est ce grand guérisseur, lui aussi installé en Bretagne, que vous connaissez. Ah oui. Il y a des parallèles un peu entre vous. Il a ce côté, comme vous, très terrien, sportif, champion de judo. Alors, on lui transmet nos amitiés au passage. Et qui travaille, puisqu'on parle des hôpitaux. Certains hôpitaux font parfois appel à lui et il y a quelque chose comme ça de très intéressant qui peut se mettre en place entre la médecine allopathique conventionnelle et puis certains guérisseurs. Exactement, moi, il en est de même. J'ai des instituts autour de Paris qui ont mon nom et qui donnent mon nom à des personnes qui en ont besoin. Voilà. Et donc, je reçois ces personnes grâce à l'intervention d'une personne qui vient de la médecine allopathique et qui croit à la réalisation de ça. Maintenant, il y a plein de personnes. J'avais reçu une dame qui me disait, qui était effarée de la réponse d'un radiologue qui lui avait dit, mais ma brave dame, en parlant de barre de feu pour empêcher les brûlures au moment de la radiothérapie, et ce radiologue lui avait dit, mais ma brave dame, si ça fonctionnait, vous vous doutez bien que ce serait remboursé par la sécurité sociale. Bah non, c'est pas ça, c'est pas remboursé, mais ça fonctionne, quoi. Voilà. Moi, donc cette personne, elle venait pour un deuxième cancer du sein, et elle me dit, le premier, je regrette de ne pas vous avoir connu parce que la manière dont j'ai passé la seconde radiothérapie n'a rien à voir. Où je sens qu'après votre passage dans Métamorphose, votre standard va exploser. Mais je n'ai que deux bras, une tête. Voilà. Et vous donc recevez assez peu de... Et je reçois peu. Et ce passage dans les médias, c'est pas fait pour faire de la promo. C'est vraiment de faire comprendre aux gens qu'il y a possibilité. Après, je mets en garde les gens sur les charlatans, sur tout ça. Dès l'instant où on part sur des tarifs exorbitants ou une répétition de séance, il faut méfiance. Voilà. Oui, alors ça, j'allais y venir. Hein. Donc, il y a à boire et à manger, on le sait, dans ce domaine. Et on a des organismes en France qui font aussi la chasse aux charlatans. C'est très compliqué dans ce milieu de dire qui est un charlatan, qui ne l'est pas. Parce que, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. En revanche, on a des modalités, des curseurs pour dire aujourd'hui, attention, vous venez très bien de le dire, donc peut-être qu'on peut rappeler quand même les grandes règles. Les tarifs exorbitants. La répétition des séances et la nécessité où la personne dit j'ai besoin d'aller chez vous, j'ai besoin de... Tout ça, c'est... Surtout, évitons voilà, il y a des phénomènes d'emprise. D'ailleurs, j'imagine que dans la police, vous avez fait la chasse aussi à ces phénomènes-là. Oui. Et c'est pour ça, faire attention à la notion de gourou, même si le terme de gourou est galvaudé dans notre Oui, parce qu'en Inde, c'est un très beau terme. C'est un très, très beau terme. Et on m'a traité de gourou récemment en Asie, parce que j'ai soigné, lors d'un voyage, une paysanne dans un village reculé de Thaïlande. Et voilà, et donc... Et il me considérait comme étant le gourou là-bas. Mais ça, c'est anecdotique. Mais ici, il faut très faire... Enfin, franchement, je mets en garde les gens de ne pas tomber dans le côté, ça y est, je vais aller voir telle personne parce que il va faire des miracles. Les miracles existent. On en a discuté. Mais... avec parcimonie. Voilà, et inversement, des gens qui nous écouteraient, qui seraient dans le soin à se prendre pour des gourous dans le mauvais sens du terme. Hein. Donc, gardez aussi votre niveau de vigilance. Oui, surtout. C'est à travers vous, il se passe quelque chose, mais vous n'êtes pas dans votre toute-puissance. Non, on n'est rien. On ne fait nous ne sommes qu'un maillon. Tout à l'heure, vous me décriviez votre ami disparu. On est les forces au sol. Voilà, on est la force au sol qui permet d'avoir accès à un inconnu. C'est ça. Alors d'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous avez vécu une guérison extraordinaire dans votre entourage, si vous-même donnez des soins, s'il se passe des choses, si vous avez envie de témoigner de cela, n'hésitez pas, soit sur notre chaîne YouTube, soit sur notre compte Instagram, à venir partager entre vous si vous avez des questions, des interrogations. À l'inverse, si vous voulez dénoncer des choses mauvaises qui vous sont arrivées à ce sujet, n'hésitez pas. Enfin, je ne suis pas en train d'inviter à la délation, mais il faut, comme on disait, être dans cette juste mesure. C'est très important. Et à l'inverse, est-ce que pour vous, la science doit quand même s'ouvrir à un moment donné à ces sujets ? Dire, voilà, on s'ouvre à l'inexpliqué, hein. Oui, alors la science avance sur l'inexpliqué. On voit bien l'hypnose rentrer dans les salles d'opération et ainsi de suite. Donc la science avance, mais je pense qu'il restera toujours une part de mystère sur la notion de
de ces guérisons, de ce magnétisme, de ces guérisseurs. Il restera toujours une part de mystère quelque part. À un moment donné, on était venu me contacter pour faire l'objet d'une recherche. Je leur avais dit, mais volontiers, moi, on peut me placer tous les électrodes qu'on veut et essayer de déterminer. Et ça n'a pas abouti. Après, tout à l'heure, on disait ça marche ou ça, on ne sait pas si ça marche ou si ça marche pas, mais c'est au même titre que l'allopathie. On va vous donner on va vous donner un médicament pour une telle pathologie. Pour vous, ça va pas fonctionner, alors que ça marche pour 300 personnes. Bien sûr. On voit qu'il y a quand même des choses qui avancent. C'est vrai que dans la méditation, Mathieu Ricard s'est prêté son cerveau, en tout cas, à des analyses. Dans d'autres domaines, je pense à Corinne Sombrin, sur des expériences d'état de conscience modifié, qui fait des recherches là-dessus. Je pense aussi à Wim Hof, sur des expériences de son cerveau, notamment avec des expériences avec le froid. Donc, on pourrait en citer plein. Mais on voit que quand même, la science s'intéresse et se penche sur certains sujets comme ça. Alors, c'est peut-être lent, mais malgré tout. Mais ça avance. Et c'est important aussi d'aller dans cette direction, même si on est face à l'inexpliqué. Hein. Je suis pour qu'on se prête à la science. Après, la science a ses limites. Bien sûr. Dernière question peut-être, parce qu'on a dépassé notre temps. Je pourrais passer des heures avec vous, parce que j'avais des questions sur votre frère vietnamien, tout ça. Mais les gens le liront dans le livre. Donc c'est ça aussi l'objectif. Il y a des choses mystérieuses qui se sont passées dans votre vie. Ce guérisseur spécialiste du Feng Shui au Vietnam, c'est ça, qui s'est dit, c'est mon frère, il faut que je le rencontre. Mais voilà, vous découvrirez ça dans le livre. Cette dernière question... Est-ce qu'on est tous doués finalement, à plus ou moins grande échelle, de ces capacités? Simplement, on n'est pas ouvert à ça, ou peut-être que dans cette vie-là, dans notre incarnation, c'est pas ce qui nous est demandé, mais on a quand même du magnétisme et quelque chose en nous pour se guérir. Alors pour moi, oui, on a vraiment tous quelque chose en nous pour se guérir ou guérir les autres. Après, il faut se l'autoriser. Il faut s'autoriser à le faire. Il faut s'autoriser à provoquer la rencontre et à se dire j'y vais. Il y a une amie qui essaye de faire des groupes de rencontres justement avec des gens hyper structurés, hyper dans la rationalité, des chefs d'entreprise, des juristes, des chercheurs et autres, ils s'aperçoivent qu'ils ont accès à quelque chose, mais ils n'osaient pas le dire. Donc on essaye de mettre en place, et je pense que ça serait bien si on pouvait mettre en place quelque chose pour faire avancer et que les gens se rencontrent et qu'ils s'autorisent à se dire « Ah ben, il t'arrive ça, moi aussi, il m'arrive ça. » Parce que la perception, on l'a tous, mais on ne s'autorise pas. Parce que on ne veut pas être, on veut paraître. Ah, très bien. On finira sur ces mots magnifiques quand même. Quelle belle formule. Merci infiniment, Merci Robert vous, Martin. Merci. Vous qui dites « La vie est belle », je le crois réellement. Et tout ce que nous vivons nous montre, si l'on prend soin de bien regarder, que derrière la noirceur et la douleur, il y a du bon. C'est ce que vous dites. C'est le message que vous faites passer, en tout cas, à travers ce livre autobiographique extraordinaire. Je rappelle, alors quand même, vous citez l'ancien directeur général de la police nationale, Frédéric Pechnard, tout à l'heure, votre ancien boss, qui dit « Tout ce qui est écrit dans ce livre est vrai ». Mais vous laissez à chacun la liberté de croire ou non à cette énergie, finalement, à cet amour inconditionnel. Ce don venu, don c'est tout. Merci infiniment. Robert Martin, je vous laisse peut-être redonner le titre de votre livre, Flic guérisseur. Flic guérisseur, aux éditions Mama. Chez Mama Édition. Et on fait un petit coucou à Tigrane au passage. Merci beaucoup. Tigrane et Mishka au passage. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.